au terme d'un tel chemin, l'auteur ne peut que prier ses lecteurs de l'excuser, de ne pas avoir été pour eux un guide habile, de ne pas leur avoir épargné l'expérience de parcours arides et de détours pénibles. On peut sans aucun doute faire mieux. Je vais tenter après coup d'arranger quelque peu les choses. Tout d'abord, je soupçonne les lecteurs d'avoir l'impression que les discussions sur le sentiment de culpabilité font éclater le cadre de cet essai, en prenant pour elles trop de place et en poussant dans la marge leur autre contenu avec lequel elles ne sont pas toujours en intime corrélation. Cela peut bien avoir dérangé l'architecture de ce traité, mais correspond tout à fait à l'intention de mettre en avant le sentiment de culpabilité comme le problème le plus important du développement de la culture, et de montrer que le prix à payer pour le progrès de la culture est une perte de bonheur de par l'élévation du sentiment de culpabilité. C'est ainsi que la conscience morale fait de nous tous des lâches. Le fait de dissimuler à l'être adolescent quel rôle la sexualité jouera dans sa vie n'est pas l'unique reproche qu'on doit adresser à l'éducation d'aujourd'hui. Elle pêche en outre en ceci qu'elle ne le prépare pas à l'agression dont il est destiné à devenir l'objet. En lâchant la jeunesse dans la vie avec une orientation psychologique aussi inexacte, l'éducation ne se comporte pas autrement que si l'on équipait des gens partant pour une expédition polaire avec des vêtements d'été et des cartes des lacs lombards. Un certain abus des exigences éthiques apparaît ici avec netteté. La sévérité de celle-ci ne cause guère de dommages. Si l'éducation disait « tels devraient être les hommes pour devenir heureux et pour en rendre d'autres heureux », mais il faut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas tels. Au lieu de cela, on fait croire à l'adolescent que tous les autres remplissent les prescriptions éthiques, qu'ils sont donc tous vertueux. Par là, on fonde aussi l'exigence que lui aussi le devienne. Ce qui, dans cette proposition, résultat final de notre investigation, semble encore déconcertant, se ramène vraisemblablement au rapport du sentiment de culpabilité à notre conscience, rapport singulier encore tout à fait incompris. Il se fait perceptible à notre conscience avec suffisamment de netteté dans les cas ordinaires de remords que nous estimons normaux. Ne sommes-nous pas habitués à dire, au lieu de sentiment de culpabilité, conscience de culpabilité? De l'étude des névroses, auxquelles nous devons pourtant les indications les plus précieuses pour la compréhension du normal, se dégagent des rapports pleins de contradictions. Dans l'une de ces affections, la névrose de contrainte, le sentiment de culpabilité, s'impose à la conscience en parlant à très haute voix. Il domine le tableau de maladie, tout comme la vie des malades, ne laissant guère apparaître autre chose à côté de lui. Mais dans la plupart des autres cas et formes de névrose, il reste totalement inconscient, sans manifester pour autant des effets de moindre importance. Les malades ne nous croient pas quand nous leur imputons un sentiment de culpabilité inconscient. Pour être compris d'eux, ne fût-ce qu'à moitié, nous leur parlons d'un besoin de punition inconscient dans lequel se manifeste le sentiment de culpabilité. Mais on ne devrait pas surestimer la relation avec la forme de névrose. Il y a aussi dans la névrose de contraintes des types de malades qui ne perçoivent pas leur sentiment de culpabilité ou qui ne l'éprouvent comme un malaise tourmentant, comme une sorte d'angoisse, qu'au moment où ils sont empêchés d'exécuter certaines actions. On devrait pouvoir comprendre ces choses une fois pour toutes, mais on ne le peut pas encore. Peut-être est-il opportun de remarquer ici que le sentiment de culpabilité n'est au fond rien d'autre qu'une variété topique de l'angoisse. Dans ces phrases tardives, il coïncide tout à fait avec l'angoisse devant le surmoi. Et dans l'angoisse, les mêmes extraordinaires variations se rencontrent dans son rapport à la conscience, d'une manière ou d'une autre. L'angoisse se cache derrière tous les symptômes, mais tantôt elle accapare bruyamment la conscience, tantôt elle se dissimule si parfaitement que nous sommes obligés de parler d'angoisse inconsciente, ou si nous voulons garder plus pure notre conscience morale de psychologue, puisqu'en effet l'angoisse n'est au premier chef, il est vrai, qu'une sensation de possibilité d'angoisse. Et c'est pourquoi on peut très bien penser que la conscience de culpabilité engendrée par la culture n'est pas, elle non plus, reconnue comme telle, qu'elle reste pour une grande part inconsciente, ou qu'elle se fait jour comme un malaise, un mécontentement, pour lesquels on cherche d'autres motivations. Les religions, du moins, n'ont jamais méconnu le rôle du sentiment de culpabilité dans la culture. Elles surviennent en effet, ce que je n'avais pas pris en compte ailleurs, avec même la prétention de rédimer l'humanité de ce sentiment de culpabilité qu'elle appelle péché, dans L'avenir d'une illusion, 1927.
De la manière dont est obtenue cette rédemption dans le christianisme par la mort sacrificielle d'un seul, qui prend ainsi sur lui une coulpe commune à tous, nous avons en effet inféré ce qui peut bien avoir été la première occasion d'acquérir cette coulpe originaire par laquelle la culture commença elle aussi. Il ne sera pas très important, même si cela peut bien ne pas être superflu, d'expliciter la signification de quelques mots tels que surmoi, conscience morale, sentiment de culpabilité, besoin de punition, remords, que nous avons peut-être utilisés souvent de manière trop lâche et l'un pour l'autre. Tous se rapportent au même état de choses, mais en dénommant des aspects différents. Le surmoi est une instance inférée par nous, la conscience morale une fonction que nous lui attribuons à côté d'autres, ayant à surveiller et juger les actions et les visées du moi, exerçant une activité de censure. Le sentiment de culpabilité, la dureté du surmoi, est donc la même chose que la sévérité de la conscience morale. Il est la perception impartie au moi de la surveillance à laquelle celui-ci est ainsi soumis. Il est l'évaluation de la tension entre les tendances du moi et les exigences du surmoi. Et l'angoisse devant cette instance critique qui est à la base de toute la relation, le besoin de punition, est une manifestation pulsionnelle du moi qui est devenu masochiste sous l'influence du surmoi sadique, c'est-à-dire qu'il utilise aux fins d'une liaison érotique avec le surmoi une part de la pulsion à la destruction interne qui est présente en lui. On ne devrait pas parler de conscience morale avant qu'un surmoi ne soit susceptible d'être mis en évidence. Quant à la conscience de culpabilité, il faut concéder qu'elle existe antérieurement au surmoi, donc aussi à la conscience morale. Elle est alors l'expression immédiate de l'angoisse devant l'autorité externe, la reconnaissance de la tension existant entre le moi et cette dernière, le rejeton direct du conflit entre le besoin d'être aimé par cette autorité et cette poussée vers la satisfaction pulsionnelle dont l'inhibition engendre le penchant à l'agression. La superposition de ces deux strates du sentiment de culpabilité, par angoisse devant l'autorité externe et devant l'autorité interne, nous a plus d'une fois rendu difficile d'y voir clair dans les relations de la conscience morale. Remords est un terme général pour désigner la réaction du moi dans un cas donné de sentiment de culpabilité. Il englobe, peut transformer le matériel de sensation de l'angoisse à l'œuvre à l'arrière-plan. Il est lui-même une punition et peut inclure le besoin de punition. Il peut donc être lui aussi plus ancien que la conscience morale. On peut d'ailleurs sans aucun dommage rappeler encore une fois les contradictions qui nous ont déroutés à un temps dans notre investigation. Le sentiment de culpabilité devait être une fois la conséquence d'agressions dont on s'était abstenu, mais une autre fois, et précisément à son début historique, la mise à mort du père, la conséquence d'une agression exécutée. Nous avons d'ailleurs trouvé le moyen de sortir de cette difficulté. L'instauration de l'autorité interne, le surmoi, a justement changé radicalement les rapports. Auparavant, le sentiment de culpabilité coïncidait avec le remords. Nous remarquons ici que le terme de remords doit être réservé à la réaction succédant à l'exécution effective de l'agression. Après, par suite de l'omniscience du surmoi, la différence entre agression intentionnelle et agression accomplie perdit sa force. Dès lors, un acte de violence effectivement exécuté pouvait engendrer un sentiment de culpabilité. Comme tout le monde le sait, tout aussi bien qu'un acte de violence seulement intentionnel, comme la psychanalyse l'a reconnu. Par-delà la modification de la situation psychologique, le conflit d'ambivalence des deux pulsions originaires entraîne le même effet. La tentation est grande de chercher ici la solution de l'énigme que pose la relation variable du sentiment de culpabilité à la conscience. Le sentiment de culpabilité par remords de l'acte mauvais devrait nécessairement être toujours conscient. Le sentiment de culpabilité par perception de l'impulsion mauvaise pourrait demeurer inconscient. Seulement, ce n'est pas aussi simple. La névrose de contrainte contredit cela énergiquement. La seconde contradiction était que, selon une des conceptions, l'énergie agressive dont on pense que le surmoi est équipé ne fait que prolonger l'énergie punitive de l'autorité externe et la conserve pour la vie d'âme, alors qu'une autre conception estime que c'est bien plutôt notre propre agression, notre non parvenu à l'utilisation que l'on mobilise contre cette autorité inhibitrice. La première doctrine semblait mieux s'adapter à l'histoire, la seconde à la théorie du sentiment de culpabilité. Une réflexion plus approfondie a presque par trop estompé l'opposition apparemment inconciliable.
Ce qui reste d'essentiel et de commun, c'est qu'il s'agit d'une agression déplacée vers l'intérieur. L'observation clinique permet à son tour de différencier effectivement deux sources pour l'agression attribuée au surmoi, dont l'une ou l'autre exerce dans tel ou tel cas l'action la plus forte, mais qui, d'une manière générale, agissent conjointement. J'estime que c'est ici le lieu de soutenir sérieusement une conception que j'avais recommandée précédemment comme hypothèse provisoire. Dans la littérature psychanalytique la plus récente se fait jour une prédilection pour la doctrine selon laquelle chaque sorte de refusement, chaque satisfaction pulsionnelle empêchée on pourrait avoir pour conséquence ou pourrait avoir comme conséquence un accroissement du sentiment de culpabilité. Je crois que l'on se facilite grandement les choses sur le plan théorique en disant que cela ne vaut que pour les pulsions agressives et on ne trouvera pas grand-chose qui contredise cette hypothèse. Mais alors, comment explique-t-on dynamiquement et économiquement qu'à la place d'une revendication érotique privée d'accomplissement survient un accroissement du sentiment de culpabilité? Eh bien, cela ne semble possible que par ce détour. L'empêchement de la satisfaction érotique suscite une part de penchant à l'agression contre la personne et qui trouble la satisfaction, et cette agression elle-même doit nécessairement être à son tour réprimée. Mais alors c'est bien l'agression seule qui se mue en sentiment de culpabilité, en étant réprimée et déférée au surmoi. Je suis convaincu que nous pourrons présenter beaucoup de processus d'une manière plus simple et plus transparente si nous restreignons aux pulsions agressives la découverte de la psychanalyse portant sur la dérivation du sentiment de culpabilité. Interroger le matériel clinique n'apporte pas ici de réponse univoque, parce que conformément à notre présupposition, les deux espèces de pulsions ne surviennent presque jamais à l'état pur, isolées l'une de l'autre. Mais la prise en compte de cas extrêmes indiquera sans doute la direction à laquelle je m'attends. Je suis tenté de tirer de cette conception plus rigoureuse un premier profit en l'appliquant au processus de refoulement. Les symptômes des névroses, comme nous l'avons appris, sont essentiellement des satisfactions substitutives de souhaits sexuels non accomplis. Au cours du travail analytique, l'expérience nous a appris, à notre grande surprise, que peut-être toute névrose dissimule un montant de sentiments de culpabilité inconscient qui, à son tour, consolide les symptômes en les utilisant comme punition. On est porté maintenant à formuler cette thèse. Si une tendance pulsionnelle succombe au refoulement, ces éléments libidinaux sont transposés en symptômes, ces composantes agressives en sentiments de culpabilité. Même si cette thèse n'est exacte que par approximation, elle mérite notre intérêt. Mais lecteurs de ce traité peuvent aussi rester sous l'impression d'avoir trop souvent entendu la formule du combat entre Eros et pulsion de mort. Cette formule était censée caractériser le processus culturel qui se déroule à l'échelle de l'humanité, mais elle fut aussi appliquée au développement de l'individu, et était en outre censée avoir dévoilé le mystère de la vie organique en général. Il semble inéluctable d'examiner les relations de ces trois processus entre eux. Or, le retour de cette même formule est justifié si l'on considère que le processus culturel de l'humanité, tout comme le développement de l'individu, sont aussi des processus de vie, qu'ils doivent donc nécessairement participer du caractère le plus général de la vie. D'autre part, c'est justement pour cela que la mise en évidence de ce trait général ne contribue en rien à une différenciation aussi longtemps qu'il n'est pas restreint par des conditions particulières. Nous ne pouvons donc nous tranquilliser qu'en énonçant que le processus culturel est cette modification du processus de vie, que celui-ci connaît sous l'influence d'une tâche assignée par les Ross et suscitée par l'ananké, la nécessité réelle. Et cette tâche est la réunion d'êtres humains isolés en une communauté, les liant libidinalement entre eux. Mais si nous prenons en considération la relation entre le processus culturel de l'humanité et le processus de développement ou d'éducation de l'homme individuel, nous trancherons sans beaucoup hésiter en disant que tous les deux sont de nature très semblable, si même il ne s'agit pas du même processus s'appliquant à des objets d'espèces différentes. Le processus culturel de l'espèce humaine est naturellement une abstraction d'un ordre plus élevé que le développement de l'individu. Il est de ce fait plus difficile à saisir concrètement et le dépistage des analogies ne doit pas être exagéré de façon contraignante. Mais étant donné la similarité des buts, ici l'insertion d'un individu dans une masse humaine, là l'instauration d'une unité de masse à partir de nombreux individus, la similitude des moyens utilisés à cette fin et celle des phénomènes qui surviennent ne peuvent surprendre.
Il est un trait différenciant les deux processus qui, vu son extraordinaire significativité, ne peut rester longtemps sans être mentionné. Dans le processus de développement de l'individu, le programme du principe de plaisir, trouver la satisfaction de bonheur, est maintenu comme le but principal, l'insertion dans ou l'adaptation à une communauté humaine, semblant être une condition à peine évitable, qui doit être remplie en cherchant à atteindre ce but de bonheur. Si cela se faisait sans cette condition, ce serait peut-être mieux. En d'autres termes, le développement individuel nous semble être un produit de l'interférence des deux tendances, l'aspiration au bonheur, que nous appelons habituellement égoïste, et l'aspiration à la réunion avec les autres, dans la communauté que nous appelons altruiste. Ces deux désignations ne vont guère au-delà du superficiel. Dans le développement individuel, comme il a été dit, l'accent principal porte la plupart du temps sur la tendance égoïste ou tendance au bonheur. L'autre tendance, qu'on nommera culturelle, se contente en règle générale d'un rôle restrictif. Il en va autrement dans le processus culturel. Ici, le but d'instaurer une unité à partir des individus humains est de loin le principal. Le but de rendre heureux existe certes encore, mais il est repoussé à l'arrière-plan. Il semble presque que la création d'une grande communauté humaine aurait le plus de chances de réussir si l'on n'avait pas à se soucier du bonheur de l'individu. Le processus de développement de l'individu peut donc bien avoir ses traits particuliers qui ne se retrouvent pas dans le processus culturel de l'humanité. Ce n'est que dans la mesure où ce premier processus a pour but le rattachement à la communauté qu'il doit coïncider avec le second. De même que la planète continue de tourner autour de son corps central, outre qu'elle exécute une rotation sur son axe propre, de même l'homme individuel prend part lui aussi au parcours de développement de l'humanité, tout en suivant son propre chemin de vie. Mais à notre œil infirme, le jeu des forces dans le ciel semble figé en un ordre éternellement égal. Dans l'advenir organique, nous voyons encore les forces lutter les unes contre les autres et les résultats du conflit se modifier constamment. Ainsi, les deux tendances, celle au bonheur individuel et celle au rattachement à l'humanité, ont-elles aussi à combattre l'une contre l'autre en chaque individu. Ainsi, les deux processus du développement individuel et du développement culturel doivent-ils nécessairement s'affronter avec hostilité et se disputer l'un à l'autre le terrain. Mais ce combat entre l'individu et la société n'est pas un rejeton de l'opposition, vraisemblablement inconciliable des pulsions originaires. Eros et mort, il signifie une discorde dans l'économie de la libido, comparable à la dispute pour le partage de la libido entre le moi et les objets, et il autorise un équilibre final chez l'individu, tout comme aussi, nous l'espérons, dans l'avenir de la culture, même si de nos jours il rend encore la vie de l'individu si pénible. L'analogie entre le processus culturel et la voie de développement de l'individu peut être élargie dans une proportion significative. On est en droit d'affirmer en effet que la communauté, elle aussi, produit un surmoi sous l'influence duquel s'effectue le développement de la culture. Ce peut être une tâche tentante pour un connaisseur des cultures humaines que de poursuivre cette assimilation dans le détail. Je me bornerai à mettre en relief quelques points frappants. Le surmoi d'une époque culturelle a une origine semblable à celui de l'homme individuel. Il repose sur l'impression qu'ont laissé derrière elle de grandes personnalités de meneurs, hommes d'une force d'esprit terrassante, ou bien ceux chez qui une des tendances humaines a trouvé son extension la plus forte et la plus pure, par là souvent aussi la plus unilatérale. L'analogie va encore plus loin dans de nombreux cas, du fait que de leur vivant, ces personnages, assez fréquemment, sinon toujours, furent par les autres raillés, maltraités ou même éliminés de manière cruelle, tout comme d'ailleurs le Père originaire, qui ne s'éleva au rang de divinité que longtemps après sa mise à mort violente. De cette connexion du destin, le personnage de Jésus-Christ est précisément l'exemple le plus saisissant, à supposer même qu'il n'appartienne pas au mythe qui lui a donné vie en souvenir obscur de ce processus originaire. Un autre point de concordance est que le surmoi de la culture, tout comme celui de l'individu, pose de sévères exigences d'idéal dont la non-observance est punie par de l'angoisse de conscience morale. Ici d'ailleurs se produit ce cas remarquable. Les processus animiques ici en cause nous sont du côté de la masse plus familiers, plus accessibles à la conscience qu'ils ne peuvent le devenir chez l'homme individuel.
Chez celui-ci, en cas de tension, seules les agressions du surmoi se manifestent à très haute voix, sous forme de reproches, tandis que les exigences elles-mêmes restent souvent inconscientes à l'arrière-plan. Les amène-t-on à la connaissance consciente? Il s'avère alors qu'elles coïncident chaque fois avec les préceptes d'un surmoi de la culture donnée. Ici, pour ainsi dire, les deux processus, le processus de développement culturel de la foule et celui qui est propre à l'individu, sont régulièrement collés l'un à l'autre. C'est pourquoi bien des manifestations et des particularités du surmoi peuvent être plus facilement reconnues dans son comportement au sein d'une communauté de culture que chez l'individu. Le surmoi de la culture a produit ses idéaux et élevé ses exigences. Parmi ces dernières, celles qui concernent les relations des hommes entre eux sont regroupées en tant qu'éthique. De tout temps, on a attaché la plus grande valeur à cette éthique, comme si on attendait précisément d'elle des performances particulièrement importantes. Et effectivement, l'éthique se tourne vers un point qui est facilement reconnaissable, comme l'endroit le plus sensible de toute culture. L'éthique est en effet à concevoir comme une tentative thérapeutique, comme un effort pour atteindre par un commandement du surmoi ce qui jusqu'ici ne pouvait être atteint par tout autre travail culturel. Nous le savons déjà, il s'agit ici de se demander comment écarter le plus grand obstacle à la culture, le penchant constitutionnel des hommes à s'agresser mutuellement. Et c'est précisément pourquoi le plus récent, probablement, des commandements culturels du surmoi devient pour nous particulièrement intéressant. Le commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Dans la recherche sur les névroses et dans la thérapie des névroses, nous en venons à élever deux reproches contre le surmoi de l'individu. Il se soucie trop peu dans la sévérité de ses commandements et interdits du bonheur du moi, en ne prenant pas suffisamment en compte les résistances contre leur observance, la force pulsionnelle du ça et les difficultés du monde environnant, réel. Aussi sommes-nous très souvent obligés, dans une visée thérapeutique, de combattre le surmoi, et nous nous efforçons de rabaisser ses revendications. Nous pouvons élever des objections tout à fait semblables contre les exigences éthiques du surmoi de la culture. Celui-ci non plus ne se soucie pas suffisamment des données de la constitution animique de l'homme. Il édicte un commandement et ne demande pas s'il est possible à l'homme de l'observer. Au contraire, il présume qu'au moi de l'homme, tout ce dont on le charge est psychologiquement possible, qu'au moi il incombe de régner sans restriction sur son ça. C'est une erreur, et même chez les hommes dits normaux, la domination sur le ça ne peut s'accroître au-delà des limites déterminées. Exige-t-on davantage alors, on engendre chez l'individu la révolte ou la névrose, ou bien on le rend malheureux. Le commandement « Aime ton prochain comme toi-même » est la défense la plus forte contre l'agression humaine et un excellent exemple de la démarche non psychologique du surmoi de la culture. Le commandement est impraticable. Une inflation aussi grandiose de l'amour peut seulement en abaisser la valeur. Elle ne peut éliminer la nécessité. La culture néglige tout cela. Elle se contente de rappeler que plus l'observance du précepte est difficile, plus elle est méritoire. Mais celui qui, dans la culture présente, se conforme à un tel précepte ne fait que se désavantager par rapport à celui qui se place au-dessus de lui. Quelle ne doit pas être la violence de cet obstacle à la culture qu'est l'agression, si la défense contre celle-ci peut rendre aussi malheureux que l'agression elle-même. L'éthique, dite naturelle, n'a ici rien à offrir, si ce n'est la satisfaction narcissique d'être en droit de se considérer comme meilleur que ne sont les autres. L'éthique, qui s'étaye sur la religion, fait intervenir ici ses promesses d'un au-delà meilleur. J'estime qu'aussi longtemps que la vertu ne trouvera pas sa récompense, dès cette terre, l'éthique prêchera en vain. Il me paraît à moi aussi indubitable qu'une réelle modification dans les relations des hommes à la possession des biens sera ici d'un plus grand secours que tout commandement éthique. Mais cette clairvoyance de la part des socialistes est troublée par une nouvelle méconnaissance idéaliste de la nature humaine et rendue sans valeur au niveau de l'exécution. Le mode de considération qui s'attache à étudier le rôle d'un surmoi dans les phénomènes du développement de la culture me semble promettre d'autres révélations encore. Je me hâte de conclure. Il est une question que je peux toutefois difficilement esquiver. Si le développement de la culture ressemble tant à celui de l'individu et travaille avec les mêmes moyens, ne serait-on pas fondé à diagnostiquer
que maintes cultures, ou époques de la culture, peut-être l'humanité tout entière, sont devenues névrosées sous l'influence des tendances de la culture. À la dissection analytique de ces névroses pourraient se rattacher des propositions thérapeutiques susceptibles de prétendre à un grand intérêt pratique. Je ne pourrais pas dire qu'une telle tentative de transférer la psychanalyse à la communauté de la culture serait insensée ou condamnée à la stérilité, mais il faudrait être très prudent. Ne pas oublier qu'il ne s'agit pourtant que d'analogies et qu'il est dangereux non seulement pour les humains mais aussi pour les concepts de les arracher à la sphère dans laquelle ils ont pris naissance et se sont développés. De plus, le diagnostic des névroses de communauté se heurte à une difficulté particulière. Ce qui, dans la névrose individuelle, nous sert de premier point d'appui, c'est le contraste par lequel le malade tranche sur son entourage supposé normal. Un tel arrière-plan manque dans une masse atteinte d'une affection similaire. Il faudrait aller le chercher ailleurs. Et en ce qui concerne l'utilisation thérapeutique de nos connaissances, de quel secours serait l'analyse la plus pertinente de la névrose sociale, puisque personne ne possède l'autorité pour imposer la thérapie à la masse. Malgré tout ce surcroît de difficultés, on peut s'attendre à ce qu'un jour quelqu'un s'engage dans l'entreprise hasardeuse d'une telle pathologie des communautés culturelles. Faire l'évaluation de la culture humaine, cela est, pour les motifs les plus divers, bien loin de ma pensée. Je me suis efforcé d'écarter de moi le préjugé enthousiaste voulant que notre culture soit le bien le plus précieux que nous possédions ou puissions acquérir, et que sa voie ait à nous mener nécessairement à des sommets de perfection insoupçonnés. Du moins puis-je écouter sans indignation le critique selon lequel, si l'on envisage les buts auxquels tend la culture et les moyens qu'utilise cette tendance, on doit arriver à la conclusion que tout cet effort n'en vaut pas la peine, le résultat ne pouvant être qu'un état que l'individu doit forcément trouver insupportable. Mon impartialité m'est facilitée par le fait que j'en sais très peu sur toutes ces choses, n'en connaissant qu'une avec certitude, c'est que les jugements de valeur des hommes sont dirigés inconditionnellement par leur souhait de bonheur, qu'ils sont donc une tentative pour appuyer leurs illusions par des arguments. Je comprendrais très bien que quelqu'un fit ressortir le caractère contraint que prend le cours de la culture humaine et dit par exemple que le penchant à restreindre la vie sexuelle ou celui à imposer l'idéal d'humanité aux dépens de la sélection naturelle sont des directions de développement qui ne se laissent ni détourner ni dévier et devant lesquelles mieux vaut s'incliner comme si c'était des nécessités de la nature. Je sais aussi ce que l'on objecte à cela, à savoir que les tendances mêmes que l'on considérait comme insurmontables ont été souvent au cours de l'histoire de l'humanité mises au rebut et remplacées par d'autres. Aussi le courage me manque-t-il pour m'ériger en prophète devant mes semblables, et je m'incline devant leur reproche de ne pas être à même de leur apporter le réconfort, car c'est cela qu'au fond tous réclament, les plus sauvages révolutionnaires pas moins passionnément que les plus braves et pieux croyants. La question décisive pour le destin de l'espèce humaine me semble être de savoir si et dans quelle mesure son développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l'humaine pulsion d'agression et d'auto-anéantissement. À cet égard, l'époque présente mérite peut-être justement un intérêt particulier. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature, avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d'angoisse. Et maintenant, il faut s'attendre à ce que l'autre, les deux puissances célestes, les roses éternelles, fassent un effort pour s'affirmer dans le combat contre son adversaire tout aussi immortel, mais qui peut présumer du succès et de l'issue.